Rebonjour à toutes et à tous, toujours en direct de l'abbaye de Fontevraud dans le cadre de la Global Conférence sur En ligne pour ta planète. Et là, on va parler urbanisme avec Nicolas Buchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Renaissance Urbaine et président du Cercle du Grand Paris de l'investissement durable, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc, effectivement, on va parler beaucoup d'urbanisme, parce que urbanisme, développement durable, RSE, tout ça est très lié. D'accord. Et c'est même passionnant, en plus. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question de Vium. En tant qu'urbaniste, quelles villes sont à la pointe de l'innovation écologique et devraient être prise en exemple, y compris même en France. Alors là, donc la question porte sur le monde entier. Donc. C'est une question super globale en fait. Eh oui. Global conférence, je vous rappelle. Absolument, global conférence. Et on a 2 heures, c'est ça? Oui, c'est la frustration de ce genre de choses. Non, je plaisante, bien sûr. Pendant 30 secondes. Franchement, c'est une question importante. Il y a toujours vraiment beaucoup d'exemples. Il suffit de commencer par la France peut-être. Alors c'est moins exotique que si on disait Vancouver en Colombie-Britannique affiche depuis une décennie sa vocation à devenir la ville verte, la ville la plus verte du monde. Et quand on interroge les gens de la municipalité aujourd'hui dans des conférences sur l'urbanisme ou l'architecture, ils mettent même plus en avant le fait qu'ils sont en train de faire du développement durable. Et quand on les interroge, ils disent c'est normal, étant donné que 2020 approche, aujourd'hui on n'en est plus à s'interroger de savoir s'il faut faire du durable, on en fait. Et on a vraiment vocation à être les meilleurs du monde. Et c'est vrai que sur la côte ouest des États-Unis, entre Vancouver, Seattle, Portland, et même en descendant un peu plus au sud jusqu'à San Francisco, là on a quand même quelques beaux exemples. À la fois à l'intérieur de la ville, avec des choses qu'on peut tout à fait avoir à l'esprit, de la conversion de toit en toit vert, de la conversion d'équipements, des systèmes de mobilité propres, tramway, etc. Et puis le lien aussi entre le fonctionnement d'une métropole et puis son environnement. D'accord ? Ça, c'est la question du contrôle, du management de la croissance urbaine. Mais après, on peut aller en France aussi. Oui, allons-y. Paris n'est pas tout à fait anecdotique sur ce plan-là. La ville de Paris en elle-même, le territoire, des villes comme Strasbourg, vraiment sont structurées autour de voies vertes depuis longtemps, ont développé, mais beaucoup de villes françaises d'ailleurs ont développé vraiment des modes de fonctionnement verts. Après, la vraie question, je pense, on pourrait parler de Singapour, on pourrait parler de Copenhague, on peut vraiment aller presque dans toutes les directions. La question presque plus importante aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure ces stratégies de conversion des villes à un fonctionnement urbain durable peut répondre aux défis qui nous sont posés. À la fois, il faut réduire de façon active les émissions de gaz à effet de serre, il faut consommer moins d'énergie, et puis tout ça doit pouvoir être accessible au plus grand nombre. Parce que l'écologie de luxe, ou bien la décroissance absolue, ce ne sont probablement pas des solutions qui sont généralement acceptables. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en train collectivement de réussir le challenge de passer à des villes durables vivables pour le plus grand nombre. Voilà. Ouais. Et donc là c'est là le vrai défi. C'est là le vrai défi, et qu'on soit à New York ou bien en Indonésie ou ailleurs, on n'a pas la solution. Très bien, vous avez été parfaitement synthétique et très bien sur cette question très globale. Question, alors vous avez cité Paris, pardon, on va revenir à Paris. Oui. Question d'Ezra, bonjour, le Grand Paris à venir est-il toujours celui dont vous rêviez, entre guillemets, quand vous avez intégré le comité de pilotage en 2010? Ça c'est une question d'actualité. On sort demain une tribune qui devrait, je ne connais pas encore le titre, on est en train d'y travailler, et qui devrait s'appeler Grand Paris, le temps de la société civile, peut-être avec un point d'interrogation. Et quand on regarde par exemple la composition du cercle Grand Paris, c'est public, privé, c'est plutôt des acteurs opérationnels que des communicants. C'est des investissements de la banque, du transport, des acteurs sociaux aussi, des acteurs transversaux, des personnes, des institutions, des entreprises. Le rêve, ou les rêves, des promesses du Grand Paris, celui de l'exposition de 2009, d'une métropole post-Kyoto, on a tout réinventé. Je dirais aujourd'hui, on est quand même pas tout à fait en train de le réaliser.
Alors certains diront, le problème c'est pas du tout ça, le problème c'est la gouvernance. Et donc il faut mettre en place les institutions d'une métropole, et ça c'est compliqué, c'est normal que ça prenne du temps. Probablement. D'autres diront, le problème c'est le financement. Un réseau de transport tout neuf, c'est parfait, même sur 20 ans, ça coûte quand même 23-25 milliards d'euros, une dizaine de milliards de plus si on ajoute à Grand Paris Express, donc le nouveau métro, les tramways, les bus, les prolongements de lignes de métro, les prolongements de lignes de RER, c'est quand même des investissements lourds, plus la modernisation des réseaux existants, et on n'a pas. Voilà, on n'a pas ni la région, Île-de-France, ni le département qui peut-être disparaîtrait, ni l'État. Et je ne suis pas sûr qu'on soit mûr pour dire c'est pas grave, on va faire des partenariats publics-privés partout. Et je ne suis même pas sûr que ce soit d'ailleurs la solution. Donc on a d'un côté des rêves sur étagère, de l'autre une situation économique et sociale qui est quand même un peu pesante. Je dirais que c'est peut-être le moment de revenir sur ce qui a fait la richesse précisément des illustrations de Grand Paris en 2009, en 2010, et de voir comment aujourd'hui, quel rêve du Grand Paris on pourrait redessiner aujourd'hui. Juste une anecdote, en travaillant justement sur ce projet de tribune, je me suis souvenu qu'en 1961, Grand Palais, exposition Demain Paris. Un grand public, large public. 1967, nouvelle exposition Demain Paris au Grand Palais. Encore plus de succès. Bon, en 1968, il y a eu 1968, d'accord ? En 2009, il y a eu donc cette exposition à la Cité de l'Architecture, Grand Paris de l'agglomération parisienne, un peu comme ces grandes expositions des années 60, grand succès. Si on refaisait ça aujourd'hui, 7 ans après, enfin 6 ans après, est-ce qu'on serait capable de montrer beaucoup de choses ? J'en suis pas absolument certain. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a rêvé et on s'est fait un tour de piste pour se faire plaisir ? Je pense pas non plus. Mais il faudrait reconfronter cette vision d'une métropole de demain à la réalité d'aujourd'hui. Alors, question de Cisatis V. Que pensez-vous du projet Lyon-Confluence ? Est-ce une référence pour vous ? Alors, je connais probablement moins bien la situation de Lyon et de son agglomération que celle du Grand Paris, qui est assez familière. Ça dépend quand même de quoi on parle. Si c'est le musée de Kopp et Himmelbau qui a pris tant de temps à sortir avec des dépassements financiers tellement importants, et qu'est-ce que j'en pense ? Ou bien si c'est Lyon-Confluence en général, comme un projet d'aménagement, un projet urbain. Je suis partagé, je pense comme beaucoup, et là je m'exprime peut-être moins en tant que professionnel que comme tout un chacun, en disant c'est une confluence, c'est un site absolument remarquable, on a un bâtiment qui lui-même est remarquable, une œuvre assez impactante, voilà. Donc c'est quelque chose qui va rester. Est-ce qu'il y a de quoi alimenter ce musée en termes de contenu ? Je ne sais pas. Est-ce que le projet de Lyon-Confluence est particulièrement réussi ? Il est probablement mieux réussi qu'un grand nombre de quartiers nouveaux badigeonnés de verre, au moins en termes de communication, et dont la qualité urbaine s'avère finalement assez banale. Très bien. Question d'Anitra. Pourrait-on imaginer des urban studies à la française ? Ah, ben alors ça, merci. Je ne sais pas si c'est un professeur ou une étudiante ou quoi qui la pose, mais ça, c'est le rêve. On a un problème en France de ce point de vue-là. Enfin, on a plein de problèmes en France. Celui-ci est peut-être pas le plus grave, mais en tout cas, il y a un vrai paradoxe. On a des études urbaines, l'histoire urbaine est pratiquement inexistante aujourd'hui. Les sociétés françaises d'histoire urbaine est en voie est quasiment moribonde, alors qu'on a des spécialistes excellents. On a une école française de géographie excellente, et en même temps, on a des sociologues qui sont pas les plus mauvais, et en même temps, on n'a plus de discours et d'approches structurées par les sciences humaines sur la ville. Mais il ne s'agit pas de recherche fondamentale, là. Il ne s'agit pas d'ingénierie, il ne s'agit pas de calcul scientifique sur des émissions de gaz à effet de serre ou sur des mètres cubes de béton, etc. Qu'est-ce que les sciences humaines en France ont à dire aujourd'hui sur la ville ? Eh bien, on a pris beaucoup de retard, mais vraiment beaucoup de retard par rapport à nos voisins, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne. On a un retard qui est abyssal par rapport aux États-Unis.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce gap profond explique en partie pourquoi on a tant de mal à reformuler des politiques publiques qui fonctionnent, qu'on soit sur du renouvellement urbain, qu'on soit sur de la ville ou quoi. Donc, et pour les refonder, il faudrait probablement beaucoup de modestie, peut-être pas trop d'investissement, mais avoir la volonté d'un effort collectif et d'aller rechercher à l'extérieur les connaissances qui aujourd'hui nous manquent et de reforger justement une école de l'urbanisme français qui soit étayée par des vraies connaissances et pas par des commentaires de ce qui se passe ici ou là. Léonard Mars vous demande, pensez-vous que la mobilité soit l'enjeu principal dans la ville aujourd'hui ? Je sais pas, il faudrait lui demander à lui comment il se déplace. La mobilité, je dirais, tout le monde a besoin de se déplacer. Bon, si je prends Paris, mais Paris, c'est pas les villes, mais si je prends Paris ou son agglomération parisienne, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de congestion, il y a un problème de pollution, et c'est vrai que par rapport à ça, de manière très sérieuse, notamment sur les trajets dits de banlieue à banlieue, c'est-à-dire sans être obligé de repasser par Paris, le projet du Grand Paris et son métro périphérique, les solutions qu'il propose, on en a vraiment besoin. Il suffit de prendre l'A86. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, les pièces d'autoroute qui sont au-delà du périphérique autour de Paris, pour se rendre compte presque à n'importe quelle heure du jour et de la nuit que la congestion, c'est pas un vain mot. Mais de manière plus sérieuse, si on pense aux villes chinoises étranglées par l'automobile et à beaucoup de villes petites, moyennes ou grandes dans le monde, il est évident que c'est un des grands enjeux. Il est évident que c'est un des grands enjeux. Alors, une dernière question peut-être de Phileas. Les smart grids sont-ils au cœur de la ville de demain ? Quels sont les projets à l'étude dans ce domaine ? C'est quoi les smart grids déjà on a toute la palette des questions. Là. On n'a pas encore eu les écoquartiers. Mais, on essaie d'être représentés. Les smart grids, en gros, si on voulait résumer, mais c'est vraiment lapidaire, en un, c'est de la fourniture d'énergie décentralisée, c'est-à-dire la grille de fourniture d'énergie, le réseau en France, celui de RTE, les infrastructures de RDF et EDF comme principal fournisseur d'énergie, d'avoir non plus une grille, mais des grilles interconnectées. Bon, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'adaptation, la capacité à adapter plutôt la fourniture d'énergie en fonction de l'évolution de la demande soit traitée de manière plus intelligente. En gros, c'est ça, Smart Grid. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on le fait mal, qu'on est des imbéciles, mais on peut peut-être stocker l'énergie autrement, on peut la redistribuer autrement, et puis d'inclure dans le réseau de distribution et de production d'énergie et d'électricité les énergies nouvelles. Okay ? Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, quand on regarde les discussions en ce moment en préparation de la loi sur la transition énergétique en France, ou bien les premiers bilans qui sont tirés, ça dépend aussi qui les tire, mais les premiers bilans qui sont tirés de l'arrêt progressif de la production nucléaire en Allemagne, les coûts, les bénéfices, les avantages, peut-être sur le papier, Smart Grid, c'est intéressant et c'est bien, et c'est vrai que c'est extrêmement stimulant et en même temps il y a beaucoup de nouvelles technologies. Dans la pratique, la Smart Grid n'est pas encore complètement au cœur de la ville. Il va falloir continuer, quoi. Il va falloir continuer. Très bien, écoutez, je vous remercie. Qu'est-ce que vous allez animer un face-à-face tout à l'heure ? Absolument, oui. Un face-à-face, c'est presque un ring de boxe qu'il aurait fallu entre, d'un côté, une activiste très engagée qui vient d'Indonésie. Elle a fait quand même le trajet depuis Bandung, donc l'île de Java, pour venir à l'abbaye de Fontevraud. Voilà, mais ça, c'est la richesse des ateliers de la Terre. C'est là, et je ne connais pas beaucoup d'autres endroits comme ça avec cette simplicité qu'il propose. Voilà. Et de l'autre, un spécialiste d'investissement immobilier qui a l'habitude de travailler avec des gestionnaires de fonds, avec des banques, avec des grandes sociétés d'ingénierie
Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, est-ce que on est capable d'avoir un dialogue fructueux entre une approche, on va dire, plutôt forum social, ou plutôt citoyenneté d'abord, enfin un agenda de changement social, et de l'autre, une approche qui dit, le développement durable, ça passe d'abord par des infrastructures durables, par de la fourniture d'énergie autrement, par des smart grids, par des nouveaux immeubles plus verts, par des investissements lourds, sans lesquels, effectivement, ça ne sert à rien de discuter. Et on s'aperçoit que dans la réalité, c'est souvent deux mondes qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Vous allez essayer de montrer qu'ils peuvent se parler. Et donc on va essayer de montrer en quoi leur discussion est non seulement nécessaire, mais elle peut être aussi extrêmement fructueuse et productive. Très bien, bon courage alors. Merci. Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On a fait le tour apparemment de tout ce En tout cas, merci aux internautes d'avoir posé des questions aussi précises et bien renseignées. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.